Bonjour Esther Duflo, je vous vois à l'écran. J'imagine que vous êtes Bonjour. en ligne. En ligne depuis Boston, depuis Cambridge, dans le Massachusetts. Voilà, depuis mon bureau. Depuis votre bureau au MIT, où vous êtes professeur depuis maintenant de longues années. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes économiste, économiste du développement. Le mot est important puisque c'est de ça dont nous allons parler pendant une demi-heure ensemble aujourd'hui. On le sait, vous êtes co-récipiendaire de ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie il y a quelques années maintenant pour vos travaux précisément sur ces questions d'économie du développement. J'aimerais tout simplement qu'on commence par un souvenir, Esther Duflo. Est-ce que par hasard, vous vous rappelez du moment où vous avez entendu ce mot développement, en tous les cas, dans le sens que lui donne l'économie ou les sciences humaines de manière générale, parce que sinon le mot développement a beaucoup de significations, il est extraordinairement polysémique. Je pense que la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était dans le mot composé sous-développement. Je crois que c'est de ça qu'on parlait quand j'étais adolescente et qu'au collège, on nous a fait nos premiers cours sur la faim dans le monde et le sous-développement et le tiers-monde. Je crois que c'est dans ce contexte que j'ai appris, que j'ai rencontré ce mot pour la première fois. Les pays en voie de développement, qui était l'expression canonique, qui était venue remplacer au fond de l'expression tiers-monde, qui est plutôt associée aux années 60-70, et puis à partir de un petit peu plus tard, on s'est mis à parler de pays en voie de Je développement. pense qu'on est passé de tiers-monde à sous-développé, puis en voie de développement. Pour l'instant, on est resté là. On en est resté là. Alors, comment vous le définiriez, ce mot de développement, de votre point de vue, qui est celle d'une économiste? Euh, si on dans le contexte des pays pauvres ou des pays où vivent la plupart des pauvres du monde, je pense que c'est un terme qui se veut un peu dynamique, c'est-à-dire en particulier, par exemple en anglais, on parle de developing country, donc on parle de pays qui sont en mouvement vers quelque chose. Il y a peut-être une notion un petit peu unidimensionnelle de ce que constitue le progrès. L'idée qu'on s'en approche peu à peu, qu'il y a une espèce de tendance vers un état stationnaire qui serait celui des pays riches et vers lequel se dirigent les pays pauvres à une vitesse plus ou moins rapide. Je pense que c'est ça la construction du terme. Et qu'est-ce qui vous a conduit personnellement à vous orienter vers ce champ particulier de l'économie qu'on appelle l'économie du développement? Est-ce que c'est précisément cette idée de progrès, de dynamique, l'idée de prendre part au fond à une amélioration de la vie des gens, des sociétés, ou est-ce que c'est plutôt le mot pauvreté qui est le mot-clé pour vous? Le mot pauvreté est le mot-clé pour moi, mais avec l'idée qu'on peut en sortir, ou en tout cas qu'on peut améliorer très, très fortement les conditions de vie des gens qui vivent dans la grande pauvreté, pas seulement avec de l'argent en les rendant moins pauvres, mais aussi en s'assurant qu'ils aient accès à des services de santé dignes de ce nom, une bonne éducation, la possibilité de réaliser leurs rêves et leurs ambitions, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a attirée vers ce domaine d'économie. En fait, j'ai voulu être un économiste du développement avant de savoir que l'économie existait et avant de connaître vraiment le terme, parce que je me suis toujours dit qu'une manière de donner un sens à ma vie à moi, c'est un peu égoïste en fait comme approche, une manière de donner un sens à ma vie à moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne la plus pauvre du monde ou les gens les plus pauvres du monde sont dans cet état de pauvreté et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Après, je partage, disons, avec l'idée de développement un optimisme assez profond, qui est qu'on peut améliorer les conditions de vie des gens. Mais peut-être que ce que je reproche à cette notion de développement, c'est justement l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule manière de le faire.
Oui, parce que ce mot de développement, il prête le flanc à de nombreuses critiques depuis longtemps. Moi, je me souviens, dès la fin des années 70, début des années 80, quand j'étais étudiant, j'apprenais déjà que le développementalisme, je me rappelle des textes de Bertrand Badi, par exemple, qui critiquait déjà le développementalisme, qui critiquait l'idée, au fond, qu'il n'y ait qu'un seul chemin pour tous les pays, cet aspect un petit peu téléologique aussi de la chose. Et pour autant, le mot a tenu, en tous les cas en économie, et puis aussi du côté des acteurs internationaux, des politiques internationales, où il y a l'Agence française de développement, enfin, le mot existe toujours très, très fortement, alors même qu'il me semble extraordinairement critiqué en fait, par d'autres sciences sociales ou par des acteurs politiques. Oui, il est préférable au mot de croissance. Je pense que l'objectif de développement est quand même préférable à l'objectif uniforme de croissance, qui est ce qui a un peu été imposé aux pays les plus pauvres à partir des années 60, mais jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, une compétition dans laquelle les pays riches aiment jouer également. Et cette compétition-là, d'une croissance à tout prix, qui est la croissance économique, qui serait unidimensionnelle, vers plus de PIB, plus de revenus, quelle que soit d'ailleurs la manière dont le revenu en question est réparti. C'est aussi un terme qui a énormément, un terme et une ambition qui a énormément de résilience. Même si on sait aujourd'hui que la croissance pour elle-même, d'une part, n'est pas synonyme de bien-être, d'autre part, peut être synonyme de catastrophe écologique à terme de moins en moins lointain, comme on l'a vu par exemple dans l'intervention de Bruno Latour qui m'a précédé. Au moins, le terme de développement a ceci de bon qu'il ouvre au moins la possibilité de dimensions multiples de développement. Quand on parle de développement, on peut penser à le développement humain, par exemple. Le développement humain, c'est la croissance de notre éducation, de notre bien-être, de notre santé, etc. Il se trouve que c'est le même mot, mais c'est le développement de la personne. Mais du coup, il peut y avoir une espèce d'amalgame entre développement et développement humain qui est plutôt bénéfique. Donc, dans le terme de développement, a au moins cela de bon qu'il ouvre sur ces dimensions multiples. Ça veut dire qu'on doit, quand on est économiste ou chercheur dans d'autres disciplines, se doter d'indicateurs pour essayer d'appréhender ce développement, des indicateurs qui sont souvent plus pertinents, plus complexes aussi, sans doute plus difficiles à mettre en œuvre que les indicateurs de la croissance économique, tout simplement, celle de la croissance du PIB, sur lequel on a eu les yeux rivés, on a toujours en partie les yeux rivés. Donc comment se sont mis en place ces indicateurs? Est-ce que c'est une dimension qui vous intéresse ou est-ce que vous préférez vous focaliser sur la manière de mettre en œuvre au fond des projets de développement extrêmement concrets? Vous allez me dire l'un ne va pas sans l'autre, on est toujours amené à évaluer et l'évaluation est une partie importante de votre travail. Je pense que les indicateurs sont très importants. Ce qui m'intéresse pas tellement, c'est l'effort de les agréger en un autre index, qui serait un autre index unidimensionnel, qui essaierait de les réunir. Je pense que l'esprit humain est capable d'appréhender plusieurs dimensions à la fois, et tout le monde peut regarder 3 tables au lieu d'en regarder une ou même 5. Mais les indicateurs eux-mêmes, le fait de garder, de tenir le compte de la mortalité infantile, la mortalité maternelle, ce que les enfants apprennent à l'école, combien il y a d'enfants à l'école, le nombre de gens qui souffrent de la faim, etc. C'est des indicateurs qui, je pense, est très très important de garder en tête, de maintenir, de publiciser, etc. Et d'ailleurs, le fait même de l'avoir fait, le fait de s'être mis d'accord au tournant des années 2000 sur les objectifs du millénaire, je pense, a eu un effet extrêmement bénéfique sur la politique dans de nombreux pays en développement et dans les pays riches, parce que ça a permis, c'était 10 objectifs simples et chiffrés qui ont permis justement d'élargir cette compétition à juste la croissance économique à 10 indicateurs
dont la pauvreté faisait partie, mais aussi l'éducation, la santé, l'environnement, etc. Ils ont été remplacés par quelque chose de beaucoup plus complet, mais beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile à appréhender avec les Sustainable Development Goals, où d'ailleurs le mot développement s'est réintroduit. Mais l'avantage d'avoir ces indicateurs et d'avoir une espèce de responsabilité face à ces indicateurs acceptés par l'ensemble des nations du monde, je crois que tout le monde a signé la déclaration des objectifs du millénaire, c'est que ça a permis justement au pays de se concentrer sur certains de ces objectifs. Et une fois qu'ils ont accepté cette idée, ça les a menés en fait à se dire il nous faut des politiques pragmatiques, des politiques efficaces, et d'où le désir d'améliorer l'efficacité pour agir sur ces indicateurs, ce qui vient à mon travail à moi, qui est quelle politique est efficace. Donc en fait, les deux sont liés. Et je crois que les indicateurs, même si ce n'est pas moi ce que je fais, c'est le travail que font d'autres, mais je le salue vraiment parce qu'il a été très important justement pour ouvrir le champ et forcer la responsabilité vis-à-vis de ces résultats. Le résultat est que depuis 1990 jusqu'à la crise du Covid, dans un contexte géopolitique pas du tout rigolo, les économistes du développement avaient plutôt de quoi se réjouir parce que le monde s'est énormément amélioré pour les plus pauvres du monde. La pauvreté extrême a été divisée par 2. La mortalité infantile a été divisée par 2. La mortalité maternelle a été divisée par 2. Presque tous les enfants sont scolarisés. Et même les morts du sida, par exemple, qui ont augmenté jusqu'au milieu des années 2000, ont commencé à baisser. Et donc, tous ces indicateurs se sont améliorés, souvent même dans des pays extrêmement pauvres, comme au Togo, au Malawi, pas parce que les pays devenaient plus riches, mais parce que leur politique devenait plus efficace. Au fond, si je vous comprends bien, Esther Duflo, pour un ou une économiste, le développement, c'est ce qui est donné à voir quand on regarde les résultats de ces différents indicateurs, c'est-à-dire la mortalité infantile, la mortalité maternelle, la pauvreté extrême, toutes ces choses que vous venez de citer. C'est ça qui dessine, peut-être pas à 100%, il y a tout un tas d'autres facteurs qu'on a peut-être d'ailleurs du mal à mettre en chiffres, mais ce serait ça, le développement ? Oui, je pense que ce serait une façon raisonnable de le définir. Et en quelque sorte, ce n'est pas ma façon de le définir, c'est ce que les Nations Unies ont décidé, d'abord avec les objectifs du millénaire, puis avec les Sustainable Development Goals, qu'ils ont d'ailleurs appelés Development Goals. Et ce qu'on voit bien, c'est quand on est passé des objectifs du millénaire, où il y avait 10 objectifs assez finalement étroits, décidés dans une chambre obscure remplie de fumée par des experts. Quand on a vu l'importance de ces définitions sur les politiques qui en suivaient, parce que justement c'était une espèce de consensus sur ce que constituait le développement, du coup quand il y a eu la renégociation sur les Sustainable Development Goals, tout le monde a voulu avoir sa partie du développement. Et du coup, la définition est devenue en quelque sorte beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieuse, ce qui a des bénéfices et des coûts. Les bénéfices, c'est justement ne pas oublier toutes ces choses-là. Donc là, sur les objectifs du millénaire, il y en avait d'autres que ce qu'on a noté, mais par exemple, dans les objectifs Sustainable Development Goals, il y a beaucoup plus d'attention sur la préservation de la planète, qui était déjà présent, mais un peu oublié, disons, dans les objectifs du millénaire. Il y a aussi beaucoup sur le traitement des femmes et des minorités. Toutes ces choses-là font maintenant partie, en quelque sorte, d'une définition sanctionnée officiellement de ce qu'est le développement. Alors après, chacun peut rajouter ce qui est important pour lui ou pour elle. Mais le fait est qu'il faut quand même qu'on se mette un petit peu d'accord, au moins à l'intérieur de chaque pays, et peut-être même entre les nations du monde, parce que c'est ce genre de décision qui détermine non seulement les flux financiers, mais aussi l'énergie qui est dépensée par les gouvernements sur différents sujets. Quel rôle doivent jouer, selon vous, les sciences sociales, la science économique en particulier, dans la définition de ces indicateurs ? Parce qu'une fois qu'ils existent et qu'ils sont partagés, et qui sont les bases sur lesquelles s'appuient les politiques publiques à l'échelle internationale,
c'est très difficile d'en avoir des acceptions différentes ou des formules différentes. Et c'est sur la base de ces formules que vous pouvez mener des évaluations, j'imagine, sauf si vous vous autorisez à élargir ou à restreindre cette définition de développement pour travailler sur des aspects légèrement différents. Comment vous travaillez avec ces indicateurs dans la phase qui vous concerne, vous, qui est celle de l'évaluation? La phase qui... À mon sens, les économistes auraient souvent raison de se mettre un petit peu en retrait de ces discussions-là, parce que pour moi, c'est une discussion qui ressort plus du politique, au sens positif du politique, c'est-à-dire c'est plutôt une décision qui... qu'est-ce qui appartient au développement et quelle est l'importance du développement et quelle est l'importance de ces différentes composantes, disons. C'est quelque chose qui doit sortir, disons, du débat démocratique. C'est très normatif, en tout cas. Voilà, mais une fois que c'est tellement normatif et justement comme c'est normatif et que c'est important, c'est normatif et c'est performatif, je pense que les économistes et peut-être les experts en général auraient mieux fait de rester en retrait de ces discussions en considérant que ça ne les concerne pas vraiment. En tout cas, moi, ce que je vois avec mon travail, c'est que quand quelqu'un vient me voir en me disant « Nous, on aimerait bien, par exemple, s'assurer que les enfants qui sont à l'école apprennent quelque chose », est-ce que vous pouvez nous aider à déterminer et à évaluer différentes approches pour voir laquelle est la plus efficace? Là, c'est là que mon expertise entre en jeu. Je peux déjà savoir partager ce qui a été essayé dans d'autres pays, ce qui a été démontré efficace, ce qui a été démontré moins efficace, ce qui coûte plus cher, ce qui coûte moins cher. Et en plus, je peux les aider, s'ils ont déjà des idées, à mettre en place des évaluations pour voir ce qui marche mieux dans leur contexte. Mais je pense que ce n'est pas de mon ressort, c'est pas vraiment ma place en tant qu'économiste habitant soit en France, soit aux États-Unis, de dire à un gouvernement que l'éducation est plus importante que la santé ou vice-versa. Donc la définition du développement, je préfère la laisser, je pense qu'il est important de la laisser à la décision démocratique dans chaque pays, et après d'intervenir plutôt en support pour arriver aux objectifs que se sont déjà fixés nos partenaires. Vous avez prononcé un mot important qui est celui de contexte. C'est par exemple un mot mis très en avant par un grand anthropologue français, Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui travaille au Niger depuis très longtemps et qui vient de publier un livre sur la revanche des contextes, dans lequel il s'interroge sur les difficultés que ces modèles de développement, qu'il appelle des modèles voyageurs, qui sont souvent expérimentés dans un endroit, puis simplifiés, caricaturés au sein des organisations internationales et projetés dans des tas de contextes différents. Les problèmes que posent ces projections, dans la mesure où à chaque fois il y a des situations locales, des organisations de la société, des cultures, tout un tas de choses qui font qu'on ne peut pas comme ça transporter aussi aisément des recettes qui ne peuvent pas être miracles partout de la même manière, quoi. Comment vous faites avec cette question du contexte, Esther Duflo? Je pense qu'elle est particulièrement pertinente dans ce qui concerne, disons, les grandes déclarations, les grands modèles macroéconomiques, comme par exemple le consensus de Washington sur l'austérité fiscale, etc. Disons, un ensemble de recettes qui devraient être appliquées de la même façon dans chaque pays. Pour ce que je fais, moi, qui est de l'évaluation de politique, d'intervention très spécifique de politique publique, la manière dont on résume, disons, notre réponse à cette question, j'essaye de traduire en français de manière la moins désagréable que possible, être informé par ce qui a été appris globalement et s'assurer de rester relevant dans le contexte. Pertinent. Oui. Pertinent dans le contexte, voilà, pertinent dans le contexte. Donc ça veut dire que c'est pas qu'on n'apprend rien de ce qui a été essayé, telle ou telle politique a essayé. Il y a des mécanismes qu'on retrouve, qui se retrouvent d'un pays à l'autre, parce qu'il y a des histoires qui sont similaires, et puis on a quand même affaire avec la biologie
et la psychologie humaine d'un endroit à l'autre. Et puis, il y a des contextes qui changent tout. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur l'éducation, ce qu'on retrouve dans beaucoup de pays qui sont d'anciennes colonies, c'est qu'on a des systèmes éducatifs élitistes, inspirés des écoles qui ont été créées par l'administration coloniale pour créer un cadre de clercs qui soutiendrait les colons. Bon. Puis quand les colons sont partis, que l'école s'est étendue à une population beaucoup plus large, elle s'est faite sans changer nos ancêtres les Gaulois et de manière plus générale l'accent sur les élites et sur mener un tout petit nombre d'enfants le plus loin possible. Et ça, c'est des conditions qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Parce que beaucoup de pays ont eu le même mécanisme colonial. Et dans ces pays où on retrouve ces conditions-là, on se trouve tous avec des systèmes éducatifs qui sont maintenant plébiscités par les parents, mais où les enfants apprennent très peu de choses, parce qu'ils sont perdus très très vite, et personne ne pense à les rattraper. Et donc, une solution qui consiste à revenir au niveau de chaque élève, s'assurer que si un élève arrive en CM2 sans savoir à lire, il faut d'abord lui apprendre à lire, et c'est possible, c'est pas parce qu'il est bête qu'il n'a pas appris à lire, c'est parce que personne n'a jamais pris le temps. C'est quelque chose qui a des chances de marcher, que ce soit en Inde ou au Niger ou en Afrique du Sud. Donc, on peut répliquer, on peut se dire que ce programme-là a des chances de marcher. Mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas essayé dans d'autres contextes. Donc, par exemple, il y a une organisation en Inde qui s'appelle Pratham, qui est une organisation indienne qui a développé très très fortement cette approche de soutien scolaire, d'aller vers les enfants à leur niveau. Et le programme s'est maintenant s'étend en ce moment dans plusieurs pays d'Afrique, mais à chaque fois avec des évaluations pour vérifier que ça marche encore, etc. Et là, ce qui marche, le concept du programme peut marcher, mais la manière spécifique dont il est mis en œuvre va dépendre du contexte. Dans certains cas, il faudra faire appel à des bénévoles extérieurs. Dans d'autres cas, ça peut être incorporé dans le programme scolaire, etc. Et ça dépend entièrement de la sociologie et de l'économie politique du système éducatif dans les régions. Donc on voit ce qui est un petit peu universel, enfin pas universel, mais commun à beaucoup de pays, et ce qui ne l'est pas, et qui dépend du contexte. Il y a deux mots qui sont souvent associés à celui de développement, et vous les avez prononcés tous les deux, c'est celui de croissance du côté de l'économie et celui de progrès du côté de la politique. Les deux mots sont dans une situation compliquée. La croissance, vous l'avez dit, à mesure qu'on prend conscience de la gravité de notre condition anthropocène, devient un mot un peu épouvantail pour beaucoup. Et puis le progrès donne le sentiment d'être un peu en crise aussi, une crise qu'on retrouve en particulier dans le camp politique qui le portait, la gauche. Qu'en est-il du développement pris entre ces deux termes ? Le progrès dans le contexte du développement, ça fait vraiment un fardeau de l'homme blanc. C'est un terme qui est extrêmement, qui est rempli de connotations à éviter. Parce que c'est l'idée qu'il y a des gens qui n'ont pas encore connu le progrès et d'autres qui ont connu le progrès. Enfin, il y en a qui ne sont pas entrés dans l'histoire. Il y en a qui ne sont pas entrés dans l'histoire. Donc c'est un terme qui est encore plus délicat que développement. Et la croissance. Donc je pense que et même avant la crise récente, en quelque sorte, enfin même avant la crise récente de la gauche, qui est donc je pense que le problème du terme progrès, c'est que il connote non seulement, disons, l'avancée sur des questions évidentes de bien-être, comme par exemple la possibilité de survivre quand on a dépassé 1 an, et des questions beaucoup moins évidentes sur les valeurs, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est... Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, même les économistes qui sont pas toujours les plus éclairés, disons,
sont très prudents sur cette notion qu'il y aurait une avancée vers quelque chose de mieux. Surtout que dans les pays, disons, porteurs du flambeau du progrès, c'est quand même dans ces pays-là qu'on connaît une régression sur des sujets comme justement la tolérance, la capacité de se parler pour résoudre les problèmes de société, etc. etc. Pour conclure, Esther Duflo, est-ce que vous diriez au fond que dans cette situation où la croissance économique apparaît de plus en plus problématique, au fond, le développement devient de plus en plus important et que les économistes du développement doivent désormais prendre davantage de place dans le champ de l'économie pour faire entendre leurs indicateurs autrement plus larges que simplement la mesure de la croissance du PIB? Je voudrais d'abord dire une chose qui est que pour les pays les plus pauvres, c'est aussi important d'avoir de la croissance économique. Il ne faut quand même pas dire que ce qui est... Et je pense que c'est bon de se le rappeler dans le contexte, par exemple, des discussions sur le climat et de la COP26, etc., qui serait quand même très délicat de dire, que les pays riches disent « Oh là, il n'y a pas que la croissance, mes amis, peut-être qu'il faudrait protéger un peu la planète », à des pays où les gens, littéralement, n'en ont pas assez à manger. Dans les pays les plus pauvres du monde, les pays les plus pauvres du monde ont besoin de croissance économique parce que c'est nécessaire pour le bien-être de base de leur population, y compris la faim, la santé, l'éducation, etc. Mais, comme vous le dites, c'est ni nécessaire, c'est en tout cas pas suffisant au bien-être humain. Alors, pour dire que les économies de développement devraient prendre plus d'importance, de toute façon, quand on compare le niveau de vie ou l'espérance de vie, par exemple, à 5 ans de quelqu'un qui est né au Mali et de quelqu'un qui est né en Suède, et qu'on compare les différences entre ces pays, dès qu'on a regardé ça pour 3 minutes, on se demande comment on peut faire autre chose que s'intéresser à cette question-là. Donc, je suis toujours étonnée qu'il y ait des économistes qui ne soient pas des économistes de développement, personnellement. Merci beaucoup, Esther Duflo. Merci. Merci.